Je connais pas Monoprix, je vais aller voir le patron de Monoprix, bim, ça nous a ouvert presque 300 magasins. J'ai besoin d'être chez Total Energy, je vais voir le patron de Total Energy, je lui fais un elevator pitch, bim, derrière 2500 magasins, c'est plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires en une commande. La vidéo, elle fait 6 millions de vues. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Aujourd'hui, nous accueillons Raibet Tari. Raibet, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître avec Papépille, qui est une entreprise de production de biscuits à la française. Nous, on a vendu notre maison pour faire la première unité de production. Je suis allé chez Anthony Bourbon, je me suis fait passer pour Chronopost pour faire ma première levée de fonds. Aujourd'hui, Raibet lance de nouveaux projets dans le monde des médias et notamment de la production audiovisuelle pour faire des émissions de télé. En fait, je me mets aucune limite. Et il lance deux projets. Le premier, c'est un talk show et pourquoi pas. Le second, c'est une émission à part entière, Blind Invest. Les gens, bah, incroyable et tout. Et là, les téléphones qui explosent. Un truc incroyable qui s'est passé, tout le monde a voulu venir. Auquel il ne connaissait strictement rien. Et ça, moi, je suis assez fort là-dessus. C'est de savoir aller chercher les bonnes personnes pour chaque action et les mettre tous ensemble pour porter un projet. Et comment est-ce qu'il a fait pour exceller dans ce domaine jusqu'à faire une émission de télé? Ça n'existe pas? Bah pourquoi on le fait pas? Raibet Tari, c'est maintenant et c'est sur Esprit Entrepreneur. Moi, je suis infirmier spécialisé en analyse comportementale. Je faisais des psychothérapies et des accompagnements de patients qui étaient détenus en quartier de haute sécurité. Et donc, j'ai accompagné pas mal de patients sur leurs problématiques psychologiques, psychiatriques. Donc ça, c'est mon premier parcours. Fatia, quand je l'ai rencontrée, elle était étudiante infirmière en dernière année. Je donne un cours dans son école à Lille. Moi, j'habitais à Annecy à ce moment-là. Je la vois dans l'amphi, gros coup de foudre. 5 jours après, je la demande en mariage. 15 jours après, on est mariés. Ils ont fait un reportage sur le 1245 sur ça. Non, je te jure. T'as pas lu le début du livre alors? Tout est écrit, toute l'histoire de Papépille, elle est écrite dans ce livre. Mais en plus d'avoir l'histoire, t'as beaucoup de tips, de conseils qu'on peut donner en tant qu'entrepreneur. Et vraiment, il y a énormément de clés dans ce livre-là. Je vous conseille vraiment de le lire. Et lis le mieux, c'est le début du livre. Il s'appelle « On lâche rien ». C'est la méthode Papépille pour créer le business dont tu rêves, de tes rêves. Et du coup, quand on s'est rencontrés, tu vois, rien que ça, l'histoire, elle est particulière. Et la première chose que j'ai dit à Fatia, c'est écoute, on se connaît pas. On va apprendre à se connaître, mais de façon différente. On va aller voyager autour de la planète, se mettre en difficulté, pas en all-inclusive, mais prendre des sacs à dos, puis aller rencontrer les gens. Et moi, je suis cuisinier de formation, elle est fan de pâtisserie. En fait, on a cuisiné, pâtissé avec plein de gens autour de la planète, on a vécu chez les gens. Et quand on est revenu en 2017, parce qu'elle est tombée enceinte, là, on a eu l'idée de faire des billes de biscuits, des recettes du monde. Et c'est vraiment là qu'a commencé. Nous, on était infirmiers, on ne savait pas comment monter un business. On allait à la CCI, CMA. Faut monter un business plan, ça, c'était la première galère. Faut produire, c'était la deuxième galère, donc on a créé des machines pour faire de la production et d'être rentable. Et ensuite, derrière, il fallait aller vendre le produit. Et ça, c'était encore une autre galère. Pas de réseau, on n'y connaît rien au monde de la grande distribution, ni de la distribution de produits. Et c'est là qu'on a vraiment commencé à aller défoncer des portes. On est allé rentrer par la fenêtre quand c'était fermé. Et on est allé bousculer les gens pour leur dire, mais écoutez, on n'a pas de réseau, on a besoin d'aide. Et là, on a commencé à se créer un réseau incroyable avec nos coups d'audace. Quand tu nous racontes ça, c'est comme si tout était simple en fait. Tu vois. Non, c'était dur, moi j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré et en 2017, notre deuxième fille, 2017, ma première fille est née. Quand on a eu un gros boom chez Papépille en 2019, ma deuxième fille, le 4 octobre, est née et j'ai failli rater l'accouchement à cause de mes engagements entrepreneuriaux. Tu as une vie de famille, moi je travaillais encore en tant qu'infirmier de nuit et la journée je m'occupais de ma boîte. Donc je dormais très peu, c'est là où j'ai commencé à développer, vous voyez, quand je vous écris des messages ou des mails, je vous écris à 3h, 4h du mat, parce que je dors 2 heures par nuit, et mon corps s'est adapté parce qu'il y a un vrai besoin, il y a beaucoup de choses qui se passent, et c'est là que j'ai commencé à vraiment tirer sur la corde, et en plus, tu sais, nous on est infirmiers, hein, quand la boîte on l'a lancée, qui a commencé à avoir une vraie traction, parce qu'on avait fait un produit innovant et qu'on commençait à ouvrir toutes les portes, le Covid est arrivé, on a été réquisitionné en tant qu'infirmier, la boîte elle a failli planter, jusqu'à qu'on trouve... qu'on digitalise, qu'on commence à faire de la vente en ligne et que là aussi on fasse preuve d'audace en allant stimuler certains entrepreneurs, certains influenceurs. Mais c'était très très dur. Et dès le début, tu vois, on n'avait pas de réseau. Moi, il n'y a personne qui voulait nous aider. Les régions ne nous prêtaient pas d'argent. Quand on allait voir les banques, on leur a dit ouais, on doit monter une usine. Ils nous ont dit ouais, mais nous on n'y croit pas. Nous on a vendu notre maison pour faire la première unité de production. Et quand ça t'arrive, 1 euro, c'est 1 euro. Et après, du coup, t'as faim, tu vois. Moi, on est sorti de notre zone de confort avec des enfants. Moi, c'était dur, tu vois. Et notre premier coup d'audace, c'est d'interpeller Laurent Wauquiez, le président de la région, parce qu'on était en région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, et du coup, tu vois, de l'interpeller devant les caméras et qui disent oui, moi, je suis là pour accompagner les entrepreneurs, et que je lui dise non, t'es un menteur. Et que du coup, je lui dis non, regardez, on n'a pas été accompagné. Et que derrière,
il débloque 160 000 € de subvention parce qu'il m'a présenté au bon comité et puis ils ont vu qu'on avait faim. Je me suis dit, ok, quand tu as un problème, il faut aller parler à certaines personnes avec une certaine manière. Moi, j'y connaissais rien au storytelling. J'ai appris après que ce que je faisais, c'était du storytelling. Mais moi, je racontais ma vie avec ce que je vivais en toute authenticité et avec les vraies problématiques. Et après, du coup, la manière dont on racontait notre histoire, la manière dont on apportait nos problématiques qui étaient en lien avec tous les sacrifices qu'on avait faits, du coup, ça faisait vibrer les gens en face de nous. Il y avait une empathie qui se créait. Le sentiment le plus puissant dans le monde, c'est l'empathie. Donc d'embarquer quelqu'un qui a envie de te voir réussir, c'est, je pense, un des meilleurs sentiments au monde. Et derrière, on s'est dit, ok, je connais pas Monoprix, je vais aller voir le patron de Monoprix, bim. Ça nous a ouvert presque 300 magasins. Quand tu arrives là, en fait, dans ta tête, plus rien n'est impossible, en fait, si on comprend un peu la chose. En fait, je me mets aucune limite. Je me suis mangé plein de portes, j'ai eu plein d'échecs. Pour moi, l'échec n'est pas une fatalité, c'est une étape. Tu vois? Donc hop, un échec, pas de souci. Allez, je repars au turbin, je reteste. Et en fait, je m'améliore au fur et à mesure. La force qu'on a eue avec Fathia, c'est de prendre nos téléphones et de filmer tout ce qui se passait. Au début, on partageait rien. On savait juste qu'on vivait quelque chose de différent et on l'a filmé. Ça, après, on a commencé à le... C'est un journaliste, un coup, on était posé avec Fathia, il nous interviewe, on lui raconte. Je suis allé chez Anthony Bourbon, je me suis fait passer pour Chronopost pour faire ma première levée de fonds. Je raconte ça à un journaliste, il me regarde de travers, on ne l'avait pas encore partagé. Il me dit « Ok, le storytelling, c'est cool, mais c'est quoi la vraie histoire ?» Je lui dis « Quoi, storytelling ?» Ma femme, elle lui dit « Tu rigoles ou quoi ?» Elle lui montre la vidéo, il fait... Il était bouche bée, il me dit « Mais pourquoi vous partagez pas ?» Et du coup, après, j'ai commencé à monter les vidéos, tu vois, avec mon téléphone, avec InShot et tout, à l'arrache. Les vidéos, elles étaient dégueulasses, mais... Et derrière, là, ça a commencé à prendre une ampleur où les gens ont commencé à se pluguer et dire « Mais attends, c'est génial, c'est incroyable !» Tu vois, je suis allé choper le président de la République parce que j'avais un problème d'industrialisation. On s'incruste à l'Élysée, on filme, la vidéo fait 8 millions de vues. Et derrière, le président, il nous accélère sur certaines démarches. J'ai besoin d'être chez Total Energy, je vais voir le patron de Total Energy, je lui fais un elevator pitch. Bim, derrière, 2500 magasins, la vidéo, elle fait 6 millions de vues, 2500 stations-service, mec, c'est plus de 100 000 € de chiffre d'affaires en une commande. Et tout ça, toutes ces vidéos, en plus, elles sont reprises, elles sont étudiées à l'ESSEC, elles sont étudiées à HEC, ou même moi, j'ai été contacté pour aller faire des cours à des sales. Les gars, ils ont 30, 40, 50 ans, ils ont fait des grandes écoles. Moi, je leur dis, vous êtes sûrs, les gars, j'ai pas de diplôme. Non, viens, faut que tu racontes la manière dont tu fais, il n'y a pas besoin d'aller à l'école. Je dis, ok. J'arrive, au début un peu tout timide, tu vois, je suis pas trop timide, mais quand même j'hésitais un peu, je dis bon, je vais leur raconter ce que je fais. Je commence à leur expliquer comment aujourd'hui j'ai utilisé LinkedIn pour faire de la prospection, pour avoir du réseau, pour closer des clients, pour avoir des commandes. Ils me regardent tous et je leur montre comment aujourd'hui je suis allé chercher des clients de façon différente, alors qu'eux, ils les connaissent, les acheteurs. Ils me disent, mais putain, nous, on n'a pas fait comme toi. Et ils me regardent tous et à la fin, ils viennent me voir, ils me serrent la main, ils me disent, putain, mais tu m'as redonné l'énergie quand j'étais gosse. Oh là là, mais moi, je faisais comme toi et tout. Ils me disent, franchement, ça fait du bien. Il y en a des gars, je leur ai fait des trucs, et les gars, ils vendent des centrales nucléaires. Et moi, ils viennent me dire, ils me disent, bravo. Je dis, putain, moi, je vends des biscuits. Et franchement, c'est des choses qui m'ont galvanisé, où je me suis dit, ok, canon, tu vois. Et de savoir utiliser LinkedIn comme ça, ça m'a donné, d'une part, une compétence que beaucoup ne maîtrisent pas. Donc du coup, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, qui me disent « Est-ce que tu peux m'aider à développer mon personal branding? Est-ce que tu peux m'aider, moi, à prospecter ?» Donc du coup, je donne des conseils. Je suis consultant dans certaines boîtes où je leur donne des conseils. Et même, dernièrement, mon travail me prenait tellement de temps sur LinkedIn qu'avec un de mes associés actuels, on s'est rencontrés, Lilian Delavaux, on a eu l'idée un soir, posé, on se dit, mais il me regarde travailler, il me dit, mais tu sais que je peux faire une IA, faire un outil avec de l'intelligence artificielle où je vais t'aider à créer ton contenu, à gérer ton contenu. Puis on a créé, la première appli, c'est GhostApp, on l'a balancé. Tu fais un vocal, tu racontes à l'IA exactement le post que tu veux faire, ça te rédige le post. En plus, nous, on a fait une IA qu'on a implémentée qui parle vraiment comme moi. Et du coup, ça m'écrit mes posts. Là, on a fait la V2, ça te génère l'image, ça t'aide à faire ton calendrier éditorial, ça t'accompagne, c'est une IA qui t'accompagne à faire ta création de contenu. En septembre, elle sort la nouvelle version. Franchement, avant, je mettais 2 heures à faire un post. Là, en 2 minutes, mon post il est rédigé, l'image elle est faite. Et encore moi, je prends beaucoup de photos, donc les images elles sont déjà générées. Je rajoute une phrase, je poste, j'ai un reach incroyable. Là, je regardais tout à l'heure, je fais 15 millions de vues sur LinkedIn, sur les posts que je partage, quoi. C'est que moi, direct en message privé, je reçois des commandes pour Papépi, je reçois directement des messages, vous pouvez venir faire cette conférence, on vous paye pour y aller. Tu vois, je dois aller à Dubaï pour faire une conférence. Je dis, vous êtes sûrs, les gars? Je dis, moi, je veux bien venir, mais vous me laissez faire un peu de vacances, tu vois. Et ça me permet aussi d'avoir des contrats, parce que, tu vois, Papépi, que tout le monde connaît, c'est devenu
une licence que j'ai confiée à un industriel. Mais à côté de Papépi, j'ai créé une boîte d'intelligence artificielle qui s'appelle Miakito et qui te permet de faire des agents autonomes qui vont faire des tâches rébarbatives dans ton entreprise. Et on implémente de l'IA dans les autres sociétés. Et on fait des outils comme GhostApp, mais GhostApp évolue en Miyaki Post, tu vois. Et il y en a d'autres. On peut te faire, on génère des mails automatiquement. Franchement, c'est incroyable. Et on a aussi créé la fameuse boîte de production qui est CFA-Corp, où on produit des émissions avec Papépi, qui Papépi est devenu une boîte de production. J'ai même changé l'objet. J'étais producteur des biscuits, en dessous maintenant il y a écrit production d'émissions télévisées. Alors là, mais franchement, les gens vont rire en voyant ça. Mais comment en fait, justement, raconte-nous un petit peu ton histoire, ton cheminement de pensée pour switcher entre producteur de biscuits et animateur télé finalement, tu vois. Producteur d'émissions télé, c'est... Tout se joue sur les rencontres. Tu commences en tant qu'entrepreneur, c'est comme quand tu grandis dans la vie. T'es pas le même quand tu étais ado et quand tu es adulte. Tu évolues, tu as des compétences en plus. Tu peux faire plus de choses, des choses différentes, et tu choisis différentes voies. Eh bien, l'entrepreneur, c'est le même chemin. Quand tu commences, tu es un ado. Donc tu fais ton truc, tu apprends, tu fais des erreurs, tu découvres des nouvelles choses, tu t'intéresses, et après tu prends une nouvelle voie. C'est ça pour moi l'entrepreneuriat. Donc au début, j'ai fait des biscuits, j'ai créé tout un marketing autour de Papépi et la fameuse télé-réalité qui a fait qu'en termes de communication, on a commencé à être reconnu même par les agences de com. Je fais ce qu'une agence de com pourrait faire, mais si je le fais pour moi, je peux peut-être le faire pour un autre produit. Et du coup, j'ai essayé de le faire pour quelqu'un d'autre en consultant. Et la manière dont je travaille, où moi je rencontre quelqu'un, je m'intéresse à qui il est, à sa personnalité. Tu sais, moi, je suis un peu... Je suis infirmier en psychothérapie, donc quand je rencontre quelqu'un, je creuse pour savoir qui est la personne. Donc derrière, quand je lui propose des idées marketing, souvent il dit « Ah ouais, mais ça match avec qui je suis ». C'est parce que je te propose quelque chose qui est en cohérence avec qui tu es. Donc là, en termes de marketing, on s'est dit « Ah ouais, on a une compétence qu'on a développée ». Et avec la télé-réalité qu'on a fait, on s'est dit « Mais en plus, on est même capable de créer un média qui est suivi par les gens avec une vraie ligne éditoriale que nous, on a fait simplement en authenticité ». Mais en réalité, quand tu creuses, il y a tout un travail derrière. Mais moi, c'est inconscient. Et derrière, on s'est dit, mais attends, si on peut le faire pour nous et qu'on peut le faire pour les autres, c'est qu'on a acquis une compétence et qu'il y a une méthode. Quand il y a une méthode, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu peux transmettre et faire pour les autres. Et le côté méthodologie, on s'est dit, attends, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui, nous, dans notre quotidien, et qu'on pourrait développer pour les autres, ce qui a manqué. Donc la première chose, il nous manquait le réseau. Donc on s'est dit, ok, on va organiser des déjeuners networking où on allait fédérer des gestionnaires de patrimoine, des fonds d'investissement. Le premier qui a cru en nous, c'est Occur, Stéphane Frag. Et t'es venu dans un déjeuner. T'as vu, quand t'es venu sur la péniche, tu vois, c'est une idée qu'on a eue avec Stéphane. On s'est dit, attends, on va faire des lieux, on réunit les entrepreneurs. T'es venu, on s'est rencontrés, t'as rencontré plein d'autres gens. Ça t'a permis de booster ton réseau, c'était gratuit pour toi. T'as passé un bon moment, t'as bien mangé. Nous, on a fait payer des fonds d'investissement ou les gestionnaires de patrimoine qui étaient là autour de toi et qui parlaient avec toi, qui essayaient de comprendre qui t'étais. C'est mieux qu'un mail. Et avec Stéphane, on a créé ça, on en a fait plein. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, qu'est-ce qui manquait ? Il manquait une émission pour les entrepreneurs. Et moi, de temps en temps, je regardais TPMP, j'aime bien prendre au quotidien des choses comme ça. Je me suis dit, il manque un talk show pour les entrepreneurs, fait par les entrepreneurs. On va parler de sujets dédiés aux entrepreneurs. On revoit les actus business, on fait venir des entreprises où on est dans notre écosystème et on se donne de la force entre nous, tu vois. Avec Carole, on a fait Charabia. On a essayé de faire Charabia, on a fait la première saison qui a cartonné, tu vois, on a fait 1,5 million de vues. Mais dans le contenu, il manquait quelque chose. On était vraiment dans le divertissement. Ça manquait cruellement de pédagogie. Mais ma référence à moi, c'était Stéphane Plaza. Tu éteins la télé, tu sais à la fin de l'émission calculer une loi Carrez, tu connais le marché de l'immobilier, tu sais comment homestager ta maison pour la faire gagner en valeur. C'est technique, alors que en fait. c'est technique et divertissant. Et divertissant, mais c'est super bien fait, tu vois, c'est un génie ce mec. Je me suis dit, il faut qu'on fasse la même chose pour Charabia. Ça n'a pas fonctionné, c'était trop divertissement. Moi, je me suis occupé plutôt de l'argent qu'il fallait ramener. C'est moi qui suis allé chercher les sponsors, de penser l'idée globale. Mais après, dans l'éditorialisation, c'était plutôt de leur côté. Et je m'y retrouvais pas. Et quand on a discuté après, on se dit, bon, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Donc on a pris chacun nos chemins, on s'est tapé dans la main, on s'est dit, vas-y, courage pour la suite. Mais l'ordre des experts comptables qui est sponsor, ils nous ont regardés, et moi, ils m'ont dit, on veut une saison 2. J'étais là, ok, mais on fera pas Charabia. Ils m'ont dit, si, on veut. Je leur ai dit, faites-moi confiance. Ils m'ont dit, est-ce que tu sais faire ? Est-ce que tu sais faire un talk show ? Est-ce que tu sais produire ? Pas de souci. Pour moi, rien n'est impossible. Du coup, en ressortant du bureau, où je leur ai dit oui, ils m'ont dit, vas-y, on te sponsorise la saison 2. Je commence à me dire, mais comment je vais le faire et tout ? J'y connais rien au monde de la production. Je me suis dit, comment je vais faire ? Et
la force du réseau et des rencontres que tu peux faire. J'avais rencontré Gabriel de Hoopercast. Et Gabriel, je l'appelle, je lui dis, écoute, je dois produire une émission, mais je connais rien. Lui, hyper chou, il me dit, vas-y, viens dans mon bureau, viens chez moi et tout, je vais t'expliquer. Pendant 5 mois, j'allais régulièrement chez lui, je suis allé sur des tournages qu'il faisait, on a passé beaucoup de temps ensemble. Il m'a expliqué la production, ce que c'est un producteur exécutif, la réalisation, l'éditorialisation, comment faire un devis, comment budgéter, comment gérer un plateau, les caméras, quelles tu utilises. J'ai eu la régie, comment tu gères la post-prod. Il m'a tout expliqué. Je prenais du temps personnel en dehors de mes rendez-vous, j'allais et je me suis mis en mode éponge, en position d'alternant et j'écoutais tout ce qu'il me dit. Et après, on a fait des trucs ensemble. Au bout de 5 mois, j'étais prêt. J'ai appelé les experts comptables, je leur ai pondu un programme, je leur ai dit voilà, et pourquoi pas. Tous ensemble, j'ai créé une team un peu autour de ça, où c'est avec Fatia, on portait ça, et c'était notre vision. Donc tu vois, on a créé maintenant, ça s'appelle Et pourquoi pas, où on s'est dit, sur un plateau, on va ramener des entrepreneurs seniors, des entrepreneurs juniors, des politiques et tout ça, on va les mettre ensemble sur le même plateau, et on va ramener un sujet d'actu sur lequel on va pouvoir débattre avec les deux mondes, tu vois, qui se confrontent, ou est-ce qu'ils se rejoignent, est-ce qu'ils ont des visions différentes, est-ce qu'ils se complètent, les conseils qu'ils peuvent se donner, hyper intéressant. Après, on fait venir quelqu'un qui pitch en fonction du sujet qu'on a ramené sur le sujet, donc on met une entreprise en valeur avec qui il va proposer sa solution, puis on va voir comment ça match par rapport à des actus, comment sa solution répond à une réelle problématique. On a un spécialiste qui s'appelle Ayoub, et qui est fort sur TikTok, où lui, je l'envoie faire des micro-trottoirs, où il va montrer comment on implémente de l'intelligence artificielle dans des business comme boulanger, fleuriste, d'aller voir des gens qui aujourd'hui ont peur de l'IA, de leur expliquer comment tu peux implémenter de l'IA facilement pour gagner du temps. Et gagner du temps, ça veut dire aussi gagner de l'argent, mais ça veut dire aussi que ton temps, où c'est dur d'être artisan, entrepreneur, tu le prends pour le redonner à ta famille. Tu vois, te ressourcer, te régénérer. Et après, derrière aussi, avec Sixtine Mouléberto, il y a le « Et pourquoi pas » LinkedIn, où elle vient, elle parle de comment utiliser LinkedIn aujourd'hui pour performer. Il y a Théo Leblanc qui vient faire une chronique avec Major aussi sur l'intelligence artificielle, où les gars, ils viennent te donner des outils que tu peux implémenter facilement et ils te les expliquent combien ça coûte, combien de temps ça te met, qu'est-ce que tu gagnes. Tu vois, des trucs du concret. Et lors des experts comptables, il y a un spécialiste qui est là pendant toute l'émission, il est sur le plateau, et lui, c'est l'expert nous éclaire. En fonction du sujet d'actualité, il va te ramener des connaissances juridiques, comptables, et qui va te permettre vraiment d'avoir des tips activables sur une problématique. Donc de faire tout le lien dans l'émission sur différentes parties. J'ai décidé, j'aurais pu me mettre en tant que présentateur. Tu vois, je peux m'entraîner, le faire et tout, tu vois, je parle assez facilement. Mais je voulais vraiment que cette émission... Tu peux pas tout faire. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y a un moment, tu dois déléguer, tu peux pas tout faire. Donc moi, aller chercher l'argent, c'est ce que j'adore faire, les sponsors et tout ça. Monter l'émission, l'édito, j'adore faire ça. Et du coup, j'ai mis une présentatrice qui est Charlotte Rosier Tapiro, qui a accepté le défi et elle va présenter l'émission. Et là, franchement, j'ai créé une team d'Avengers autour de ça. Je surkiffe le programme qui va être diffusé. En fait, j'ai utilisé tout mon réseau que je me suis fait et je les ai tous appelés, je leur ai dit voilà, il y a un truc qui vient. Et c'est bien d'avoir du réseau. Comment tu l'utilises aujourd'hui pour venir nourrir une vision, nourrir un business? Parce que c'est bien de faire du média, c'est génial, mais il y a un moment, il faut que ce soit rentable, il faut que je gagne ma vie, que je puisse en faire d'autres, tu vois. Et ça c'est important. Comment est-ce qu'on fait aller pour un moment se dire allez, je vais vraiment utiliser mon réseau qui est autour de moi, qui est un réseau de qualité, pour vraiment aller essayer de monter, de créer des projets, créer des choses? Alors avant d'utiliser ton réseau, il faut l'entretenir. Tu vois, le réseau, c'est pas juste des gens que tu peux utiliser comme des pions pour servir tes ambitions et tes intentions. C'est important de te dire que ton réseau, en fait, c'est des gens, c'est des humains que tu rencontres, c'est des liens que tu crées. Et souvent, dans tout mon réseau, j'ai un lien amical avec tout le monde. Tu vois, même avec les acheteurs, j'ai un lien vraiment... je me mets pas de limite à dire « Ah ouais, attends, c'est professionnel. » Tu vois, je suis jamais habillé en... je suis toujours habillé pas. Pareil, avec des t-shirts de Pépi, je me comporte comme je suis dans la vraie vie. Je reste authentique et je reste moi-même. Un jour ou l'autre, les masques qui tombent et on voit qui tu es réellement. Donc, si tu es en accord avec qui tu es, c'est facile de te faire du réseau. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, entretenir son réseau, ça te permet de créer un lien. Mais après, ton réseau, quand tu l'as autour de toi, c'est qu'il faut oser. Il y en a plein, ils n'osent pas demander simplement. Moi, j'ose tout. Des fois, j'envoie des trucs, je dis « Hé les gars, je suis en train de faire une émission, je cherche un sponsor, qu'est-ce que t'en penses ?» « Ah ouais, non mais attends, moi j'ai pas de thune, mais par contre je connais lui, potentiellement tu peux lui parler. » Hop, mise en lien, tac, tu fais quelqu'un de nouveau dans ton réseau, tu lui en parles. Osez demander à votre réseau sans vous dire que si je lui demande, je vais être redevable. Bien sûr, tu es redevable, c'est pas grave.
C'est ça la vraie relation, c'est tu donnes, tu prends, tu donnes, n'attends jamais en retour, parce que tu seras toujours déçu, mais au moins quand ça revient, tu vas kiffer. Et totalement, et tout à l'heure, en off, tu nous disais que tu avais aussi un côté où LinkedIn… Tu balances du off, toi. On dit off, après. Oh, il balance du off. Quand on dit c'est off, c'est off. Ouais, justement, une question que j'ai dit qu'on pourrait évoquer, c'est sur la partie LinkedIn. Tu trouves qu'il y a un côté où LinkedIn recrée des fois un petit peu une cour de récré que tu as au lycée? LinkedIn, c'est devenu le lycée qu'on a vécu. Ce qui se passe en fait au lycée, c'est qu'il y a, il y a une espèce de jeu de pouvoir qui s'installe. Celui qui a une grosse fame, c'est celui qui organise des soirées, tout le monde le grade pour être à côté de lui, être vu avec lui demander des choses. Ceux qui sont un peu mis de côté, ils sont dégoûtés, mais ils essaient de gratter. Et des fois, ils se galvaudent pour pouvoir être avec le groupe qui est super fame. Et LinkedIn, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Toi, il y a des gens hyper influents et tu vas vers eux, tu les grattes. Mais il y a aussi ce côté, tu vois, à l'école, il y a le côté où tu tapes sur la gueule, il y a des fois du harcèlement, il y a des fois de la médisance. Et quand tu étais à l'école, ça avait un impact psychologique où des fois tu allais pleurer, bon, tu te remettais, ça te forgeait le caractère, comme on dit, tu vois. Par contre, là, aujourd'hui, sur LinkedIn, il y a des grosses conséquences. Parce que là, on parle business. Là, on parle tous de nos business, quelles sont les conséquences sur nos business. Dernièrement, j'ai monté une boîte et il y avait plusieurs associés. Un des associés, il vient me voir, il me dit moi, je te connais, je t'ai côtoyé, je sais comment tu es. Mais bah, tu vois, j'ai fait une soirée où j'ai parlé juste de toi. Il y en a un qui est venu me dire « Oh non, non, tu ne devrais pas lui faire confiance. Il ne va pas au bout de ses projets et il va te lâcher. » Je lui dis « Mais c'est qui ?» Le mec, il me balance, il me dit « Bah, c'est lui. » Je dis, mais attends, j'ai jamais travaillé avec lui. Je l'ai invité à une soirée, c'est moi, je lui ai prêté, ramené dans une soirée pour qu'il fasse du réseau. J'ai jamais travaillé avec lui. Et après, je me suis souvenu qu'il avait un petit peu gratté pour venir dans mon cercle, mais moi, je peux pas accepter tout le monde. Déjà, sinon, après, je lâche ma femme et mes enfants, puis je reste qu'avec mes potes, tu vois. Mais c'est pas jouable. Et du coup, tu es obligé de prioriser avec qui tu vas travailler, qui tu vas parler, parce que tu peux pas parler à tout le monde. Et je me suis souvenu de ça, je me suis dit, tiens, quand tu crées comme ça des déceptions, il y en a, ils encaissent et disent bon bah c'est bon, voilà. Il y en a d'autres, ils vont dire oh là là, et ils vont venir être médisants et te taper sur la gueule. Mais imagine que cet investisseur dont j'avais besoin, il se fasse à l'idée de ce que l'autre a dit qui était faux. Ça veut dire qu'il va me plomber mon business et ça a des grosses répercussions. Et ça, c'est dangereux. Et c'est ça que sur LinkedIn qui est un petit peu compliqué, c'est qu'aujourd'hui, il y a des espèces de jeux de je te kiffe, un peu d'entre-soi. Tu vois, il y en a certains. Tu vois, ils font plein de podcasts et en fait, quand tu te rends compte, quand tu les connais, tu sais, bah, en fait, tous entre potes, ils se reçoivent, ils se filent de la force entre eux, ils se filent de la grosse flemme. Tu dis, ok, ils se foutent dans des pods où ils se like tous entre eux pour se filer de la force. Donc du coup, pour toi, c'est quoi la solution par rapport à, justement, à toute cette cour de lycée? C'est quoi? C'est d'apprendre à dire non? Des fois, quand il faut savoir dire non, c'est… Moi, j'ai fait cette erreur. Il faut faire attention. En fait, LinkedIn, c'est pas vraiment des potes. Il y en a certains qui sont devenus des potes, mais c'est rare. Sinon, c'est des connaissances avec qui il faut faire attention de comment tu te comportes. Tu as la vie privée, la vie professionnelle. En fait, sur LinkedIn, tu dois avoir un comportement professionnel. Même si moi, je suis assez cool, je parle… Mais quand tu commences à avoir des relations business, il faut commencer à mettre une certaine distance, la distance professionnelle, qui te permet vraiment de dire aux gens, voilà ce que je vous permets, ce que je ne vous permets pas. Après, tu ne pourras jamais bloquer les gens. LinkedIn, il faut l'utiliser comme un réseau professionnel. Tu fais ton personal branding, il y a une manière de le faire. Tu n'es pas là pour montrer tes photos de vacances. Par contre, si ta photo de vacances, elle montre un entrepreneur et tu étais en vacances et que tu l'as rencontré, et qu'il y a un vrai apprentissage, une vraie notion à partager, là, c'est canon. Parce que moi, je te dis, j'ai partagé mes vacances. J'ai partagé mes vacances, mais j'ai fait des vacances en mode Pékin Express. On a pris un sac à dos avec Fatia. On s'est dit, allez go, on prend un billet de train. On n'a pris aucun logement. Et on est allé sur LinkedIn, on l'a partagé. On a dit, écoutez, on vient rencontrer les entrepreneurs au Maroc. On a fait tout le nord du Maroc en prenant des trains. On n'a payé aucun hôtel. On est allé dormir chez les gens. On a rencontré des gens incroyables, des gens qui nous suivent sur LinkedIn. C'était une expérience ouf. On en a fait une série. On a appelé ça Entrepreneur Express. On est en train de balancer une quinzaine de vidéos. Aucun hôtel, aucun logement. Un seul le premier jour. Et à partir de là, vous avez fait tout le chemin juste avec LinkedIn en fait. Ouais, LinkedIn, ouais. ça a été votre page jaune, ça a été votre carnet d'adresses. On a travaillé dans des restaurants, on a visité des usines, on a fait des déjeuners networking là-bas qu'on organisait à l'arrache. On allait voir des associations. On a bossé pour une association de SDF à El Hossima où on a récolté des fonds, où on a acheté de la nourriture qu'on a livrée. On a tout fait ça à l'arrache, mais il y a une telle émotion qui s'est créée autour du projet. Et comme il était authentique, ça allait hyper vite, tu vois. Pourquoi vous avez voulu faire ce projet et qu'est-ce que ça vous a apporté? Foncièrement, on n'a pas fait infirmier pour rien, on aime l'humain. Et surtout, on a vu que notre communauté sur LinkedIn était
très engagée, elle était très soutenante. Il y a un de mes investisseurs qui m'a dit, Jean-Pierre Nadir, il m'a dit Ahmed, il parle comme ça, Ahmed, c'est incroyable, Ahmed, t'as une communauté, ce qui est fou, c'est qu'on voit qu'ils ont envie de te voir réussir. Et il me dit, mais ça, c'est pas français. Je dis, t'es sérieux? Il me dit, non, mais c'est ça qui est fou, vous avez créé une marque empathique. Et du coup, ça, si tu le ramènes dans notre quotidien, nous, on s'est dit, mais on va pas aller dans le pays en mode, vas-y, c'est bon, on va aller prendre des hôtels. Non, non, on va aller à la rencontre des gens. Et en plus, nous, on est des fans de Pékin Express à la base. On a fait le casting, on devait le faire, je me suis blessé, tu vois, on devait aller dans le casting, on a dû tout arrêter. De le faire comme ça, en toute transparence, mais surtout, on apporte quelque chose d'universel. On parle entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, frérot, c'est international. Tout le monde a le même mindset. Le mindset africain, c'est le même que le mindset français. Des fois même, il est encore plus fort, parce qu'ils ont plus de difficultés. Ils ont tous des manières de s'adapter par rapport à la difficulté qui sont tellement originales et tellement inspirantes qu'on s'est dit, mais il faut qu'on le montre. Et du coup, on est allé rencontrer les entrepreneurs, on les a fait parler face caméra. On a un réseau qui est regardé. Je ne vais pas juste parler de moi. Moi, ce que j'aime, c'est parler des autres et les mettre en lumière. Vas-y, let's go. Et du coup, ça nous a ouvert des rencontres, ça nous a permis encore de booster encore plus notre réseau. Si tu veux, quand nous on a commencé, pas de réseau, les gens ne voulaient pas partager le réseau. Un mail c'était compliqué, des mises en lien c'était compliqué, les gens étaient frileux. Donc nous on veut pas ressembler à ceux qu'on dénonce. Donc aujourd'hui j'ai un réseau, pourquoi je le garderai que pour moi? Tiens, viens te servir, prends-le, fais les choses bien. Même si tu merdes, c'est pas grave. J'ai vraiment l'impression moi, qu'il y a deux écoles. Si tu veux. Il y a l'école où, effectivement, par exemple, c'est ton école où vraiment on va aller donner son réseau. Tu vois, vraiment, on va aller ouvrir les portes. Et du coup, ça permet beaucoup d'opportunités pour beaucoup de personnes. Même nous, par exemple, tu vois, aujourd'hui, d'être avec toi. Il y a une autre école qui est de dire, effectivement, on garde un petit peu le réseau fermé. Et en fait, chaque personne qu'on fait entrer dans ce réseau-là, c'est vraiment, du coup, entre guillemets, une personne de confiance. Et au moins, comme ça, il n'y a pas de... Tu vois, comme tu disais, il ne peut pas y avoir de... C'est pas qu'il ne peut pas y avoir, c'est il peut y avoir quand même aussi des mauvaises surprises. Mais tu vois, il y a un peu ces deux mentalités-là. Toi, qu'est-ce que tu penses un petit peu peut-être de l'autre Moi, je mixe les deux, mec. Je mixe les deux parce que dans mon réseau, j'ai un cercle privé sur lequel on travaille sur des sujets où, pour rentrer dans ce cercle-là, il faut vraiment que déjà tu aies fait tes preuves sur pas mal de choses. Parce que même si je te plug avec eux, ils ne vont pas te prendre en considération parce qu'ils vont attendre que tu aies fait certaines phases. Tu vois, moi, j'y suis arrivé là en faisant toutes ces phases. Il y a un processus d'apprentissage, des étapes à passer pour arriver dans certains réseaux. C'est normal, c'est comme ça. Mais par contre, tout le reste qui va t'aider à arriver à ce niveau-là, je te le partage. Maintenant, ça va être ta responsabilité de passer toutes les étapes pour y arriver. N'oublie pas qu'aussi, il y a des gens, le réseau, ils ne le partagent pas parce qu'ils le monétisent. Il y en a qui font ça. Moi, j'en avais rencontré au début. J'avais pas de réseau dans la grande distribution. Ouais, vas-y, ok, vas-y, on va faire les mails pour toi de machin. Maintenant que je connais tout le game, ils m'ont fait payer des sommes alors qu'ils ont fait des trucs qu'ils n'ont même pas été concluants. Alors que moi, aujourd'hui, je le fais, ça me prend très peu de temps, alors qu'eux, ils me vendaient du rêve en me disant ça me prend tant de temps. Non, non, mais t'es un mytho en vrai. Moi, je sais maintenant le temps que ça prend, et je vais 1000 fois plus vite que toi, parce que déjà, je porte mon produit, c'est moi qui vais délivrer le message à ceux que je dois toucher, et t'arriveras jamais mieux vendre un produit que celui qui l'a créé. Ces gens qui monétisent leur réseau, moi, j'ai plutôt tendance à te dire, laisse-le de côté. Va chercher les autres. Il y a des réseaux beaucoup plus faciles à avoir. Et t'inquiète que le réseau qu'ils ont, tu vas l'avoir. Et tu l'auras eu. Mais surtout, l'apprentissage que tu vas faire à obtenir ce réseau va faire que tu seras légitime quand tu seras dans ce réseau-là. Et tu seras beaucoup plus fort que d'être venu par quelqu'un qui t'aura monétisé le réseau et qui te plug. Et c'est ça, il ne faut pas avoir peur de, des fois, prendre du temps de choper le réseau. Revenons juste sur un sujet sur lequel vraiment on voulait te demander ton parcours de comment est-ce que tu as fait pour passer d'une industrie justement qui crée des biscuits à effectivement un producteur. À un moment dans ce parcours-là, tu nous as expliqué que du coup tu es passé par une formation. Donc, c'est-à-dire que tu es venu chez quelqu'un et tu t'es formé. Moi, la question que je vais te poser, c'est lorsqu'on a déjà monté des projets entrepreneuriaux et que du coup, si tu en as déjà quand même une certaine aura, la plupart des gens, en fait, ils vont s'arrêter à là parce qu'ils vont se dire c'est bon, je maîtrise le sujet. Mais toi, dans ton cas, en fait, tu as eu faim. Tu as eu faim d'apprendre, d'aller apprendre totalement un autre sujet. C'est quoi cette mentalité? Enfin, je veux dire, le fait de se dire je vais retourner en alternance pendant quelques mois pour aller apprendre un domaine que je ne connais pas, enfin, je veux dire, ça vient d'où, quoi? Avec Fatia, on l'a fait plusieurs fois. Au tout début, quand on a rencontré Anthony Bourbon, quand on a levé l'argent avec lui et qu'il est rentré dans nos investisseurs, la chose qu'on a fait, on a été alternant chez FID pendant plusieurs mois. Et Anthony, tu lui demandes, il va te dire Raïbed et Fatia, c'est des éponges. Tu vois, nous, on se met là, on écoute, on stocke, on apprend. Et après, on fait la part des choses, on teste, on écoute les autres. C'est ça la valeur première d'un entrepreneur, c'est de ne pas
être buté et d'avoir de l'orgueil à dire je sais tout. Non, c'est mieux même dit je ne sais pas, même si tu penses savoir. Comme ça, tu vas avoir la vision de l'autre et tu pourras la mêler à la tienne et créer vraiment la compétence qu'il faut. Il faut vraiment toujours se mettre dans une position down, tu vois, où tu vas apprendre et laisser les autres te transmettre. Si tu arrives et tu commences à dire ouais mais je sais, tu sais comme quand tu étais à l'école, monsieur et madame je sais tout là. Tu vois, je sais, non. Même si je sais, moi je dis toujours je sais pas. Je laisse les autres m'expliquer et je vois si vraiment je sais ou pas, tu vois, en fonction de lui. Mais ça peut même te permettre de savoir si l'autre il sait vraiment, tu vois. Parce que des fois déjà il t'explique un truc que tu sais, tu dis ah ouais, attends, je vais te le réexpliquer. Et elle dit ah ouais mais tu sais, mais pourquoi tu m'as pas dit? Mais je voulais savoir déjà si toi tu savais, si moi j'étais sûr de ce que je savais. Et en même temps c'est comme ça le partage de connaissances. Il faut savoir écouter l'autre. Dans les business, souvent, moi je rencontre des gens qui ont du mal à écouter les autres, ils ont tendance à vouloir tout de suite livrer. Alors que des fois, il faut se mettre en position, laisse l'autre venir, laisse l'autre te donner des choses, t'implémenter, et après, toi, tu vas lui faire le retour par rapport à ce que tu sais, et là, tu vas voir, ça crée des vraies connexions, ça. Parce que l'autre, déjà, il s'est senti écouté, il t'a livré quelque chose, après, tu crées un vrai débat, parce que ton débat, il va être personnalisé, parce que tu sais ce que l'autre, il sait et ce qu'il pense. Quand toi, tu vas donner ton contenu, déjà, tu vas le personnaliser et tu vas l'adapter en disant « Écoute, moi, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, voilà ce que moi je sais, ta vision, elle est assez cool. » Et après, en fait, le débat, il devient riche. Donc, le conseil que moi, je donnerais, c'est déjà, quand vous allez vers les autres, sachez les écouter. Moi, c'est des choses qui sont devenues récurrentes chez moi et automatiques. Il y a des choses comme l'écoute active. Savoir écouter quelqu'un, c'est il te dit quelque chose, tu vas rebondir sur certains mots, tu vois, on appelle ça de la reformulation ou de l'écho. Ça va lui permettre à la personne, sans qu'il s'en rende compte, de formuler, d'aller plus loin dans ce qu'il t'explique. Donc tu vas voir que les explications qu'il te donne, elles sont plus riches, elles sont plus détaillées. Et plus tu as un détail sur quelqu'un, plus tu connais la personne, tu vois. Tu la connaîtras jamais réellement, la personne, mais tu vas plus appréhender la personne et tu vas pouvoir au moins savoir à qui tu as affaire. De savoir épouser les codes des autres sans jamais galvauder qui tu es. Et ça, c'est un exercice que j'ai mis longtemps à appréhender, c'est de savoir en fait s'adapter aux gens avec qui tu es, mais sans jamais renier qui tu es. C'est en fait ces techniques-là, elles te permettent d'être bien socialement, et aujourd'hui, être bien socialement, c'est aussi être bien dans sa peau. Donc tu vois, des techniques aujourd'hui, tu les apprends pour être bien. Donc c'est aussi un accomplissement de vouloir être bien. Tu es bien dans ta peau parce que tu t'entends bien avec les gens autour de toi, que tu es en accord avec tes valeurs, que tu fais attention à ton physique, tu dors assez, tu manges bien, tu fais attention à faire du sport. Tu es bien au niveau business parce que tu gères bien tes rentrées d'argent, ton cash burn et tout ça. Donc en fait, c'est toutes des compétences que tu acquiers pour que vraiment, globalement, sur tous tes besoins fondamentaux, tu y réponds et tu t'accomplis. Et ça, c'est très important, tu vois, le business ou même d'être bien en tant qu'entrepreneur, parce qu'entrepreneur, c'est quand même être une personne dans une entreprise et c'est toi qui portes cette entreprise. Tu ne peux pas dissocier le fait d'être bien dans ta tête et dans ton corps et être bien dans ton business. C'est une fusion des deux et c'est d'être bien dans tes relations professionnelles, comment tu gères ta boîte, l'outil que tu as, les employés que tu as et tout ça, tu vois. Est-ce que tu nous dis à l'instant, en fait, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut justement s'améliorer dans ce domaine-là? Tu nous as parlé, alors il y a l'authenticité évidemment, mais il y a quand même, alors tu nous as dit des astuces ou alors des méthodes, ce genre de choses. Je sais pas, quel livre lire, quelle recherche Google taper. Alors moi je te conseille un livre. Je te conseille un livre. C'est Oh lâche rien mon gars, là tous les conseils, tout ce que tu as entendu dans ce podcast. C'est que de l'intelligence sociale, c'est 200 pages de ça. Non mais tu rigoles, mais regarde, en fait chaque anecdote elle est ponctuée par un QR code qui illustre le propos avec une vidéo. Là il y a un encart où, avec Fatia, on a mis tous les tips qu'on voulait partager, toutes les analyses qu'on a fait de chaque situation et de ce qu'on a appris. Il y a des noms avec des personnes pour avoir un certain réseau, comment on a fait pour avoir ce réseau-là, et tu peux le faire toi-même. Il y a des témoignages d'autres personnes qui ont vécu les situations avec nous et quelles ont été leurs visions. Donc en fait, tu as vraiment une vision assez globale, et tu as même Fatia, tu vois, il y a un jeu de ping-pong entre Fatia et moi qui parlons, elle donne son point de vue, je donne le mien parce qu'on est différents. Rappelle-toi qu'on est un couple, mais on est quand même deux personnalités différentes. Honnêtement, c'est pas pour te dire de l'acheter, mais je te promets, achète-en un et partage-le à tous tes potes, c'est pas grave, j'en vendrai moins, mais au moins, il aura servi à quelque chose et tu me diras ce que tu en penses réellement. Tu feras un post sur ça. Il y a une phrase que nous a sorti Oussama et nous a répondu, premier truc qu'il nous dit, hein, ok les gars, vous êtes la pute de vos clients. Tu
vois, parce qu'en fait, on fait de la prestation de service, tu vois. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase ou pas? Comme te dit Oussama, tu es à plus de tes clients, bah ouais, en fait, tu dois tout faire pour que la grande distribution te garde. Ils te disent baisse tes prix, tu dois baisser. Ils te disent tu fais des animations, tu dois faire. Donc en fait, tu es hyper dépendant de la grande distribution. Mais en plus, tu es dépendant des clients qui font les rotations au rayon. Donc tu n'es pas libre du tout. Si toi, tu arrêtes de bosser chez toi, ça ralentit. Sauf si tu as vraiment le personnel, mais au début, c'est pas ça. Tu es vraiment dépendant des gens, tu es dépendant de ton personnel, de sa capacité à travailler et à épouser ta vision. Donc, tu n'es pas du tout libre. En plus, je suis sûr que si tu fais la moyenne, tu as plus de vacances quand tu es salarié que quand tu es entrepreneur. Je comprends sa vision de se dire qu'aujourd'hui, il faut créer un produit où c'est les gens qui te sautent dessus pour l'avoir. C'est ce qu'il y a eu au début Papépi. On avait créé une telle aura médiatique autour du truc qu'il y a un moment, tout le monde nous sautait dessus pour l'avoir. Donc je te promets, personne négociait les prix, personne nous demandait de remise de marge arrière, ça s'appelle, tu vois, à la fin de l'année, tu reviens sur les invendus, les vendus ou pas assez vendus et ils te demandent. Personne ne nous l'a jamais fait. Des fois, pour rentrer dans certaines grandes distributions, tu dois payer un ticket d'entrée. Ça, les gens ne le savent pas. Tu dois payer un ticket d'entrée. Tu vois, c'est un truc de ouf. Comme dans la Mérité Sigement où tu dois payer la dot de la mariée. Voilà. Donc, tu te dis, OK. Et tout ça, nous, on n'a jamais eu cette problématique-là. Et c'est parce qu'on avait créé un produit qui avait une grosse traction. Et je pense que c'est ça, Oussama, qui veut te dire, c'est il faut que tu crées quelque chose où les gens, ils ont l'eau à la bouche rien qu'en te regardant, quoi, tu vois, comme si tu étais un bonbon. Je veux manger ce bonbon. Et c'est ça qui est compliqué. Après, je connais pas ton business model, je sais pas où il voulait en venir complètement, mais je pense que c'est dans cette vision-là de se dire que c'est les gens qui doivent te courir après et pas toi qui dois courir après les gens. C'est ça le problème du sponsoring. Tu cours après les gens, leur dis regardez ce que j'ai, venez. Mais si tu crées un concept fort comme il s'est passé avec Invest in the Dark, on a créé le truc, on n'a demandé rien à personne, sur nos données personnelles, on a créé un pilote, on a tout filmé dans notre coin, on a créé la DA, on a fait le pilote, on a balancé aux gens. Les gens ils ont dit on veut venir. Et vraiment il y a eu un truc de ouf, hein. Il y a eu un truc incroyable qui s'est passé, tout le monde a voulu venir. Et les sponsors viennent, ils négocient rien, on leur dit c'est temps pour temps, ok, pas de souci, go, go, go. Et c'est incroyable comment ça allait très très vite. Aujourd'hui, tu passes de je produis des biscuits à je vais produire une émission de télé. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer deux choses? La première, c'est pourquoi tu veux faire ça? Et la deuxième, c'est concrètement, ça va ressembler à quoi? Ok, déjà, tu dis tu, mais il faut jamais oublier, elle est souvent dans l'ombre ma femme, mais on est vraiment deux. Moi, tout ce qu'on fait là, je pourrais jamais le faire seul. Tu me vois, moi, faire les podcasts, courir dehors, aller chercher des sponsors et tout, mais c'est parce que derrière, je suis backé par ma femme qui gère l'administratif, qui gère tout le socle de l'entreprise, qui fait qu'on s'est donné chacun un rôle. Elle m'a dit, toi, va sur le terrain, moi, je suis derrière, je te back. Et après, on prend toujours les décisions à deux. Et quand on a décidé avec Fatia de passer de producteur de biscuits à producteur de médias, c'est né juste d'une envie d'entrepreneur, il y a une problématique, il n'y a pas d'émission pour les entrepreneurs, un rendez-vous où on peut dire à tous les entrepreneurs venez et qu'on délivre de la valeur que nous, il nous a manqué. Et c'est là qu'on s'est dit, bah tiens, ça n'existe pas, bah pourquoi on ne le fait pas? Donc ça part du mindset où faisons-le, il n'y a pas de souci, on va le faire. Donc on y est allé, on a cherché les partenaires qu'il fallait à ce moment-là pour tester, on a testé, ça n'a pas été vraiment ce qu'on voulait, et bon on s'est dit, mais attends, on va le faire nous-mêmes et on a passé un grade. C'est comme ça qu'on est devenu producteur. Et en fait, c'est vraiment de saisir l'opportunité. Ce que tu veux produire, c'est quoi concrètement? Bah, le premier, c'est un talk show sur l'entrepreneuriat, comme je t'en ai parlé. Ça va être quoi? Un mélange entre quoi et quoi? Bah, ça va être un talk show, ça veut dire que tu as un plateau télé, tu imagines tes PMP, sauf que le contenu, il va être vraiment axé business. On n'est pas là pour rigoler, même si on rigole un peu. On est vraiment là pour filer des tips, de la pédagogie, vraiment se confronter aux problèmes, mais vraiment en toute détente et avec des invités incroyables. Et c'est d'inviter des entrepreneurs seniors, des juniors, qu'on ait les deux visions. Et c'est surtout qu'on puisse analyser l'actualité et faire le lien avec ce qui se passe dans nos business et que ceux qui regardent, ils puissent en tirer un enseignement, comme je t'ai dit avec Stéphane Plaza, pour savoir calculer ta loi Carrez quand tu regardes appartement ou maison. Comment on fait pour rendre l'éducation attractive? C'est de l'éditorialisation et il faut surtout avoir une vision qui est centrée sur ton besoin. Moi, je suis un entrepreneur, Fatia aussi. En fait, nous, on est parti de notre vécu, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qui nous a manqué. Et on a surtout, dans notre réseau, on parle avec les gens. Qu'est-ce qui te manque? Les gens, ils disent, nous, on note. Moi, j'ai des notes, j'ai à peu près 3000 notes sur mon téléphone, où je note pas mal de choses quand je fais des soirées et que je rencontre des gens. Je dis, putain, lui m'a parlé de ça, tac, tac, je les note.
Et après, quand je suis posé, je relis et puis je sais où je vais aller chercher, tu vois. Et surtout avec les mots-clés. Moi, je mets toujours tac, 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 je vais rechercher mes mots-clés, ça me ressort les notes, je les lis, je fais OK et je condense. Donc en fait, on a surtout été à l'écoute de l'écosystème, de savoir ce qui leur manquait pour le remettre. Et après, il y a tout un travail d'éditorialisation. Et ça, je l'ai appris avec Gabriel de Hoopercast et Alexis aussi de Mail Media, où ils m'ont montré aujourd'hui comment monter une entreprise, comment monter une émission pour qu'elle soit digeste, pour qu'elle soit bien montée, attractive. Ça ne doit pas durer 2h45 comme on faisait avec Charabia. C'est 28 minutes ou 32 ou 16, tu vois. Il y a plein de codes à avoir parce que c'est des gars qui ont fait des études là-dessus, ils ont fait plein de tests. Il faut aussi savoir s'inspirer des autres et faire des formats qui sont digestes. Il y a plein de gens qui nous ont taillés en disant « Ouais, mais ils vont pas au bout de leur projet, ils ont toujours 1000 projets, mais ils vont pas au bout ». Pendant que les gens étaient médisants et qui racontaient qu'on n'allait pas au bout du projet, en fait, eux, ils se rendaient pas compte, mais nous, on travaillait, on apprenait, on était en train d'écrire, ça prend du temps. Et là, quand ça va sortir, j'espère que ceux qui ont eu ce mauvais jugement vont se dire « Ok, on a compris. Le mec, il a reculé pour mieux sauter. Et là, il arrive avec quelque chose d'abouti et avec les bons partenaires. » C'est ça aussi qui est important. C'est pas si simple que ça. Tu vois, nous déjà, on a fait Qui veut être mon associé. Donc on connaît les rouages de la levée de fonds. Nous, quand on a fait notre première levée de fonds, qu'on a rencontré Anthony, on avait 0 réseau. C'était compliqué d'aller trouver des business angels. T'as vu, j'ai dû me faire passer pour Chronopost. Tout le monde ne peut pas le faire, ça. Et c'est compliqué d'aller chercher du réseau. Déjà, si t'as pas fait les grandes écoles, si t'es une femme, c'est plus compliqué. Si t'es issu de l'immigration, c'est plus compliqué. Quand tu viens de quartier, c'est plus compliqué. Quand t'es thaïlandais, t'es chinois, c'est plus compliqué. Quand t'as pas le profil type, quand t'as pas fait les bonnes écoles, c'est plus compliqué. Quand t'as un handicap, c'est plus compliqué. La barrière de l'accessibilité à la levée de fonds, elle est compliquée. Si t'es pas un homme blanc qui a fait HEC et qui n'a pas habité sur Paris pendant toute son enfance, tu peux pas faire de levée de fonds, quoi. S'ils sont vraiment honnêtes, ils vont dire oui. Il y a des biais physiques, des biais cognitifs qui font que tu vas avoir des préjugés et potentiellement tu vas moins investir sur lui que sur lui, ou tu vas pouvoir avoir un attrait parce que tu ressembles plus à lui que à elle, que machin, tu vois. Tu vas avoir des a priori. Et bien, de se dire ça, on avait rencontré tellement de gens aussi qui galéraient à faire leur levée de fonds et avoir accès à tout l'écosystème Business Angel. On a fait Qui veut être mon associé, on a vu que c'était un peu élitiste, que c'était dur d'arriver jusque-là. Et surtout, j'avais rencontré Stéphane Frac de Hocure, où on organisait ces déjeuners networking dans lesquels tu es venu. Je regarde Stéphane, je dis écoute, c'est quoi? Il me dit Raibet, t'as pas une nouvelle idée là pour faire un déjeuner networking? Je dis écoute, on va faire un speed meeting et tout, ça peut être cool. Mais il me dit ouais, mais ça a déjà été fait. Je dis attends, j'ai une autre idée. J'avais rencontré quelques mois avant Didier Roche, qui fait les déj dans le noir. Et là, je percute, je dis tu sais quoi? On va faire un déjeuner networking dans le noir. Et mon frère me dit quoi? Je dis écoute, on va ramener des gens et on va faire un déjeuner et on va faire ça dans le noir, comme ça les gens, on s'en fout, on les fait rentrer chacun un par un sans qu'ils se voient, et comme ça ils apprennent à se connaître. Les attitudes qu'ils auraient eues dans un premier temps d'aller vers lui parce qu'ils s'y reconnaissent plus, parce que lui c'est un beau gosse, là ils vont tous être dans la même pièce et ils vont s'intéresser plutôt à ce que les gens disent et pas à ce qu'il représente. Il me dit ah ouais, l'idée est géniale et tout. J'appelle Didier, je lui dis écoute Didier, on va faire un déjeuner networking et tout. Il me dit ouais, vas-y, viens, il n'y a pas de problème, il est incroyable. Et derrière, en même temps que je préparais le truc, je dis mais attends, moi je filme tout. Je dis attends, on va filmer. J'appelle Gabriel de Hoopercast, je lui dis écoute, tu viens filmer ça? Il me dit ouais, comment? Je dis vas-y, filme ça en caméra infrarouge. Il me dit vas-y et tout. On achète des caméras infrarouges. Et après, plus on parlait, plus je dis mais tu sais quoi? On va faire venir des entrepreneurs avec des investisseurs. Je dis à Stéphane, tu connais des gens des gestionnaires de patrimoine, des gens pour lever des fonds. Stéphane, c'est son métier. Bah ouais. Il me dit ouais, je dis vas-y, viens, on va faire ça. Je balance un post, je dis on fait un déjeuner dans le noir, qui veut venir faire une levée de fonds dans le noir? Les gens ils rigolent, ils disent vas-y, moi je veux venir et tout. Et on voit qu'il y a des bons dossiers et tout. On se dit vas-y, canon. Et là je dis à Gabriel, vas-y, tu sais quoi, on fait une émission. On appelle ça Invest in the Dark. Il rigole, je dis à Stéphane, on prend l'argent qu'on devait mettre là sur les sponsors qu'on avait, on fait une émission. Stéphane, il rigole, il me dit t'es fou. Il me dit vas-y, go et tout. Et du coup, c'est comme ça qu'est née l'idée de faire Invest in the Dark. On a fait un premier pilote. Nous, on a mis aussi de l'argent personnel pour acheter les caméras, faire tout ça. Ou même Hoopercast, il a mouillé la chemise. Franchement, truc incroyable. Pas pour les sponsors, on fait un teaser, on balance sur les réseaux. Les gens, pas incroyable et tout. Et là, les téléphones qui explosent. Oh, c'est quoi ça? Tac, on a des gens qui diffusent sur des télés, qui nous parlent, qui nous disent mais c'est quoi? Nanana. Nous, on a tout déposé. Et là, on se dit, vas-y, canon, on tient quelque chose. Et ben on se dit, allez, on va faire la saison 1.
Et c'est comme ça que là, vous allez arriver Là, ça fait des mois qu'on travaille, où on allait chercher les candidats, on allait chercher les investisseurs. J'ai fait travailler tout mon réseau. Donc, tu vois, on a Thierry Herman de Herman Frères, avec qui je m'entends très, très bien. Et du coup, quand je lui parle du projet, lui, il me tape dans la main, il me dit « Vas-y, go, je t'accompagne ». Il m'ouvre son réseau, on trouve des entrepreneurs investisseurs chez lui. Incroyable. Donc, très rapidement, on a commencé à avoir du cash. Et je me dis « Bah, ça y est, j'ai ce qu'il me faut pour produire ». Et ben, j'ai commencé au moins à avoir l'argent qu'il fallait pour verrouiller les dates, acheter de nouvelles caméras, monter les décors et tout. On se voit avec Gabriel, on se tape dans la main, on a monté un plateau, on commence à tourner le 13 et 14 septembre. Et tout ça, c'est né d'une simple idée qu'on a tiré avec Fatia. On a vraiment structuré le business plan et le business model. Et après, on a plugué des gens autour de ça. Il y a même Bismart qui m'a appelé, Pierre Fredenreich, et il me dit « Ouais, mais attends, génial ton idée, vas-y, il faut qu'on en parle avec Bismart ». Ben, j'étais avec lui ce matin, tu vois, avec toutes ses équipes. Alexis Touzri de Miley Media, il me dit « Vas-y, moi je diffuse ». Il m'a aidé à une partie de l'éditorialisation. Donc tu vois, et après, c'est ça, la compétence de lancer une idée, c'est après d'aller chercher les bonnes personnes pour les plugger au projet. Il ne faut pas prendre n'importe qui ou trop de monde pour que chacun ait une utilité. Et ça, moi, je suis assez fort là-dessus, c'est de savoir aller chercher les bonnes personnes pour chaque action et les mettre tous ensemble pour porter un projet. Il y a 70%, c'est du non-verbal. Comment tu te comportes, ton attitude, comment tu es habillé. Donc, par exemple, quand tu fais une poignée de main à quelqu'un, tu peux en savoir beaucoup sur quelqu'un juste à la poignée de main. Nous, les candidats et les investisseurs n'ont pas le droit de se toucher. L'odeur, quand tu arrives, tu sens bon, tu as tel ou tel parfum, il y a une appétence qui se crée. Pareil, tous les entrepreneurs n'ont pas le droit de se parfumer. Ils ont tous un parfum unique qu'on a mis en place. Donc tu vois, on a même pensé à ça. Aussi, il y a vestimentairement parlant. Donc ce qu'on voit de toi. Si tu es blond, petit, en situation de handicap, en surpoids, tu es roux, il y a un a priori qui se fait. On fait tomber cette barrière. Et concrètement, une émission de télé, ça coûte combien? Ça, juste un épisode, ça va coûter, là, avant production, donc après, il va y avoir plein de surprises derrière. Il faut que tu te dises que rien que pour faire un épisode, on a besoin de 40 000 €. Tu vois, c'est très très cher, c'est des gros investissements. Donc, il faut les assumer, il ne faut pas se planter. Et alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour assumer justement toutes ces émissions? Par exemple, dans ton cas, demain, j'ai envie de créer une émission. Quel background je dois avoir? Quelle fondation je dois poser vraiment pour me dire, ok, là, je vais aller monter une émission qui vraiment va être solide? C'est simple, déjà, pour aller parler avec les gens, tu peux venir avec un deck. C'est ce que j'avais fait pour Charabia. Définition d'un deck? Un deck, c'est un PDF où tu as des slides, où tu expliques ton concept de A à Z, où est-ce que ça va être... Alors, qu'est-ce que c'est? Avec qui va être dedans? Où est-ce que ça va être diffusé? Quelles sont les audiences attendues? Quelles sont les cibles que tu vas toucher? Quel montant de sponsor tu as besoin? Et qu'est-ce que tu donnes? Par exemple, si tu donnes 5 000 €, tu auras ça. Si tu donnes 10 000, tu auras ça. Tu donnes 40 000, tu auras ça. Donc tout ça, ça se monte et c'est un PDF. Donc tu peux y aller comme ça. Si tu es assez convaincant, j'avais réussi avec Charabia à réussir sur un deck. J'avais réussi à lever 125 000 € en 24 heures pour Charabia. Ça a été une prouesse incroyable, vraiment. Hein. Et j'avais même réussi à choper 50 000 € avec Axonaut sur une visio alors qu'il était au Canada. C'était incroyable. Franchement, à ce moment-là, j'étais un sales en puissance, mec. J'avais aucune limite. Après, derrière, quand on a des projets avec une plus grosse ampleur, tu dois avoir un teaser. Donc, tu dois faire ton premier pilote. Donc, déjà, tu vas chercher des sponsors où tu fais la même chose, ce fameux deck. Tu vas leur expliquer, c'est des petites sommes. Tu leur dis, écoutez, vous allez avoir des avantages préférentiels, des espèces de discount. Tu vas mettre peut-être que 5 000, mais tu auras les avantages de celui qui aura mis 30 000. Mais parce que tu es là au début, tu es en early stage et tu vas nous aider. Donc ça, c'est des offres que tu peux faire. Les gens, tu prends juste ce qu'il te faut pour faire le pilote, tu tournes le pilote, dès que tu as le pilote, tu en fais un teaser et tu fais des petites capsules. Comme ça, quand tu vas aller voir les gens plus gros, tu vas pouvoir leur montrer des choses comme ça, parce que c'est mieux d'illustrer ton propos, toujours. Tu vois, c'est toujours ce que j'ai fait. Il faut que tu réfléchisses à ta stratégie, ton programme, quelle cible y touche, et qui sont les entreprises ou les marques qui ont besoin d'avoir accès à ces cibles. Et quand tu les as identifiées, tu fais une wish list, et ben je vais sur les salons, je les repère, je vais choper les gens, je fais mes vidéos comme je fais d'habitude, tu vois, je fais des trucs assez gauleries. Les gens me connaissent déjà, donc moi j'ai une chance, c'est d'avoir créé cette audience. Et du coup, des fois, ils ne me connaissent pas. Donc je viens et je dis, écoutez, je veux parler au responsable marketing. De temps en temps, il est là parce que c'est lui qui doit mettre en place tout l'espace dans les salons, tu vois. Et du coup, tu le chopes et tu lui dis, écoute, je sais que tu fais le marketing, tu as sûrement un mec au partenariat, tu lui expliques le truc, tu essaies d'obtenir un rendez-vous, et après, tu lui présentes, tu lui dis, regarde, voilà le teaser, voilà les audiences que moi je fais, ça va être relayé sur mes réseaux. Je vais te dire, écoute, 50 000, je peux te dire que si tu mets 50 000, mon programme, il va faire minimum 100 000 vues.
sur YouTube et avec les autres vues sur les réseaux. Je dis voilà, si tu vas pas me donner 50 000, tu vas me donner 20 000. Mais tu auras les avantages comme si tu m'avais donné 50 000. On va conditionner que si j'atteins déjà 50 000 vues ou 60 000 vues, tu me donneras 30 000 € en plus, comme on s'était dit au début, parce que j'ai atteint les objectifs. Et derrière, c'est conditionné à la réussite. Moi, si je fais beaucoup de vues, il sera content. Donc, il sera opérationnel pour donner plus. Et du coup, tu peux incentiver ça comme ça. Dire, voilà comment aujourd'hui tu peux appâter les gens. Dire, voilà, moi, je crois tellement en mon produit. Je sais que ça va cartonner. Non, parce que là, tu as quand même des sacrés balls, quoi. Non, j'ai pas des... Franchement, je prends des risques. Je peux te dire que le soir, quand je rentre à la maison, déjà, quand je parle à Fatia des risques que j'ai pris, elle me dit « Ah !» Et du coup, moi, je fais caca du sang le soir, mon pote. Hein, c'est chaud, hein. Et non, faut pas croire. Moi, tu me vois comme ça, confiance en moi. Je suis un très, très gros angoissé. Et c'est la peur aussi qui m'anime. Moi, j'ai pas peur d'avoir peur. Quand tu crois en ton produit, quand tu crois en ce que tu vends et que tu fais tout ce qu'il faut pour y arriver, quand tu te plantes, tu ne pourras pas t'en vouloir. Il ne faut surtout pas vivre avec des regrets. Il faut vivre, tu as des échecs, j'ai pas réussi, mais au moins, comme tu disais tout à l'heure, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour y arriver. Donc je ne peux pas avoir de regrets. Et là, tu le vis bien. L'échec, tu le vis bien. Par contre, si tu te plantes et que tu n'as pas fait ce qu'il fallait, bah ouais, l'échec, tu le vis mal. Là-dessus, bah voilà, les conseils de sales que moi je peux te donner pour aller chercher du sponsor. Mais après, il faut penser aux marges. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Parce que, tu vois, ça me coûte 40 000 € à produire, mais pour que mon entreprise elle soit viable, il faut que j'arrive à en chercher 80 000. Mais 40 000 par épisode, ça veut dire que là, tu produis 4 épisodes. En gros, concrètement, c'est 160 000, quoi. Voilà, demain, si TF1 m'appelle, me dit on diffuse Invest in the Dark, vas-y, tiens, ça répond à tes codes. C'est les formats que tu veux, tout est bon. Mais genre, du coup, parce qu'une caméra infrarouge, moi, dans ma tête, ça filme en noir et blanc au niveau du rendu, mais... T'as pas besoin de couleur quand t'es dans des noirs, ça va être du noir et blanc, mais c'est du noir et blanc de très haute qualité. Et après, tu vois des gens dans la lumière. Il y a toute une gamification qu'on a mis autour du truc, où tu vas voir, il y a vraiment de l'animation dans cette émission. Mais tu sais qu'il y a même des radios qui nous ont contactés pour que ce soit un programme à écouter. Parce que les gens font tellement attention à ce qu'ils disent, qu'en fait, limite, tu peux enlever l'image. Parce que ce qu'ils disent, il y a tellement de la qualité que tu peux l'écouter, cette émission. Donc imagine, on en fait un podcast de 30 minutes et tu écoutes notre émission au lieu de la regarder. Tu coches 2 cases incroyables. Et ça sera diffusé où? Alors là, ça va être YouTube, LinkedIn, Insta, TikTok, on va faire tout ce qu'il faut, tout le contenu qu'on va faire autour. Il y a Bismart qui nous a approché pour le diffuser sur Bismart, le média digital, mais aussi à la télé. Donc on sera directement disponible sur les box à heure de grande écoute. On est en train de discuter avec eux pour faire un talk show, l'after, où en fait il invite les candidats, les investisseurs, et on revient sur l'expérience, parce qu'il ne faut pas oublier, sur ce qui s'est passé, mais c'est surtout que c'est une expérience sociale. T'imagines que si dans nos expériences, on démontre que oui, le physique, les a priori peuvent tronquer ta décision et rendre moins accessible l'investissement, et qu'on arrive à créer une licorne, ce serait incroyable. Si j'arrivais à créer une licorne, ce serait incroyable. Si t'imagines, une licorne passe par chez nous, ce serait incroyable. Mais c'est ça, c'est une vraie expérience sociale. Et c'est donné aussi, on est vraiment dans la diversité et l'inclusion. On donne sa chance à tout le monde. Donc tu vois, c'est une vraie mission qu'on s'est donnée. Donc ça, c'est une mission totalement actuelle. Tout est possible pour tout le monde. L'investissement pour tous. Et comment tu as fait pour choisir les candidats, justement? Parce que tu nous dis que... Il y a eu un processus de sélection incroyable. Là, j'ai appris, donc on a mis des processus, on leur envoyé des questionnaires, ils ont répondu, des vidéos, on les a appelés, on a vu, franchement, j'ai dû caster 50 candidats, et on en a retenu, pour les 4 premiers épisodes, 16. Et encore, dans les 50 candidats, on avait reçu, je crois, 320 candidatures, on a dû écrémer, parce que les gens n'étaient pas prêts, ou les gens n'avaient pas de deck et tout. On a pris que des gens qui étaient prêts à lever. Donc ça, c'est tout un processus de choix. Et pourquoi pas, c'est un format full digital, si ça peut aller sur du C8 pour créer un talk show à heure de grande écoute qui va répondre à un besoin. L'entrepreneuriat sont en train d'exploser en France. Il faut offrir un lieu aujourd'hui d'écoute qui est à 18h, en contrario avec TPMP. Tous ceux qui ne regardent pas TPMP ou Quotidien, ils peuvent regarder ça. C'est un peu le 3e bureau, l'afterwork. Tu peux venir nous rejoindre sur cette émission. Ça peut être cool. Après, mais ça c'est un partenariat que j'aimerais garder avec l'Ordre des experts comptables, parce que je m'entends très bien avec eux, parce qu'ils sont incroyables, parce que les experts comptables aujourd'hui, tu sais très bien qu'ils ne sont pas là que pour les chiffres, c'est des vrais gens qui t'accompagnent. C'est tes premiers partenaires quand tu montes une boîte, et c'est souvent ceux qui sont là quand ça va mal.
Et c'est là que vraiment tu crées le lien. Il y a celui-ci. Et Invest in the Dark, ça a tout de suite été une ambition parce que c'est un concept original. On a fait des recherches, ça n'existe pas ailleurs. C'est un concept original qu'on a déposé. C'est international. On me demande déjà au Maroc, on me demande déjà dans les Émirats, on me demande déjà au Canada. Donc potentiellement, c'est un programme qu'on veut amener très loin. C'est pour ça qu'on a des réunions incroyables. Quand je vois la traction qu'il y a autour de ça, on a vraiment créé quelque chose qui suscite l'émotion et qui répond à un besoin actuel. Et quand tout ça est aligné, tu sens que le projet il est incroyable. Moi, je le sens vraiment. Je suis porté par ce truc-là, c'est vraiment mon bébé, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour être à la fois entrepreneur, donc à vraiment avoir une vie professionnelle qui soit riche, surtout dans ton cas qui est très très riche. Oui, mais pas en thune. Là, il faudrait que je banque maintenant. Elle est riche. Riche d'expérience. Ah voilà, c'est très riche. D'expérience. Non, la question c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour allier une vie professionnelle riche d'expérience et effectivement une expérience personnelle, si tu veux. Donc avec ta femme, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous arrivez à gérer un petit peu votre couple, les enfants? Parce que on connaît d'autres entrepreneurs, par exemple Fabio Laval qui va nous écouter, qui est belge, qui a également qui a une fille, qui a une femme, qui l'accompagne, etc. Toi, comment ça se passe en tout cas dans ton couple? C'est très dur, mon pote, parce que nous, avec Fatia, on est très fusionnels, tu vois. On était un couple, on est toujours imbriqués ensemble. Quand on a commencé à entreprendre, en plus elle a accouché, donc moi j'ai passé beaucoup de temps à l'usine pour pallier à son absence, et je faisais quasiment tout. C'est là où j'ai fait pas mal d'erreurs, où j'ai perdu 30 000 balles avec mes packaging, que j'ai raconté sur les réseaux, où la vidéo a explosé, où j'ai dit aux gens, putain, faites pas la même erreur que moi. Et c'est ça aussi, quand je te parle de crédibilité dans le discours. Et tout ça, ça a créé des fois une distance entre elle et moi dans notre couple. Parce qu'en fait, on parlait plus que boulot, je passais beaucoup de temps au travail, moi chez elle, je travaillais de nuit en tant qu'infirmier, 2 jours chez Papépi. Donc quand je rentrais à la maison, soit je parlais de Papépi, soit je parlais d'infirmier, soit j'étais KO, je dormais. Donc il y a un gouffre qui s'est créé. J'ai failli rater la naissance de ma fille pour une dégustation que je suis allé faire à Lyon alors qu'elle était à terme. Heureusement que je suis arrivé à temps. Et ça aussi, je l'ai raconté sur les réseaux parce que ça montre des leçons. Il faut faire attention qu'il y a un moment, quand tu es entrepreneur, ton prisme de la réalité, il se galvaude. Moi, tu me parles d'urgence, je suis infirmier, c'est une urgence vitale. Tu vas crever, il faut que j'aille dans l'urgence et que je te soigne pour pas que tu meurs. Là, dans le business, souvent, une palette qui n'est pas livrée, ça devient une urgence. Ouais, c'est bon, c'est des biscuits, il n'y en aura pas dans le rayon, c'est pas grave en soi, tu vois, mais ça devient une urgence pour que ça perturbe ton quotidien. Et bien, ça a créé chez Fatia et moi, des fois, une distance, un lien qui s'est distendu. Et un gouffre, on aurait pu à un moment divorcer, on aurait pu à un moment se lâcher. Heureusement qu'il y a eu des signes de vie qui nous ont alertés, où on a retravaillé, vraiment, hein, c'est un vrai travail, on a retravaillé psychologique, quotidien, des engagements que tu dois prendre, des échéances. Tu vois, moi, un dîner avec ma femme, j'ai été le pousser, c'est « Fatia, on va au resto », ça devient un rendez-vous aussi important que si je devais aller chez Monoprix. Imbougeable. Je dois déjeuner avec midi avec toi, c'est imbougeable. Même si Elon Musk m'appelle, non, je suis désolé, je dois bouffer avec ma femme, ce sera une autre fois. Tu vois, il y a des choses que tu dois mettre en place comme ça pour qu'il y ait des temps qui soient réservés au couple, réservés à la famille. Mes enfants, il y a un moment, ma deuxième, je l'ai moins vu grandir parce que j'étais beaucoup d'erreurs. Ben, et du coup, mais après, c'est pour ça qu'à un moment, on a décidé, on prend nos enfants, je les ramène sur des salons, je les ramène en R&D, je les ramène dans d'autres usines. Même eux, ils me disent, c'est la première fois qu'on voit un industriel venir avec ses enfants. Je dis, ouais, mec, c'est comme ça. Tu vois, c'est la vie. Et du coup, on les implique partout et tu vois, ils ont vraiment grandi beaucoup plus vite et ils ont vraiment développé une manière de parler avec les autres. Ils sont vraiment très, très vifs et très développés, mes enfants. L'entrepreneuriat, en fait, ça te bouffe tellement dans ta vie personnelle que tu dois te mettre des warnings, tu dois être attentif parce que, insidieusement, ça va s'immiscer entre toi et ta femme dans ton couple, entre toi et tes enfants, et sans que tu t'en rendes compte, il y aura une distance. Et souvent, dans des couples, si c'est pas assez solide, s'il n'y avait pas une base solide, en fait, la distance va faire que tu as l'impression de plus t'aimer et qu'en fait, c'est fini. Et que limite, c'est dur de se remettre ensemble, comme si, en fait, tu devais tout recommencer de zéro. Il faut une discipline. Il faut une organisation, tu vois, il faut vraiment organiser les choses et il faut verrouiller dans ton agenda des plages où tu dis là, 20h, téléphone, fini, famille, point barre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'un point de vue professionnel et personnel pour les mois à venir? Personnellement, souhaite-moi que mes enfants soient en bonne santé, que ma femme reste à mes côtés et qu'on soit une famille épanouie, qu'on puisse racheter une petite maison, là, c'est une envie qu'on a en ce moment. Professionnellement, j'espère que Papépi, ça prospère,
que ça trouve son public et qu'il y ait des rotations, qu'on arrive à diminuer les coûts de production avec l'économie d'échelle pour que ce soit un produit qui soit beaucoup plus accessible, que la boîte de production, les médias qu'on fait, qu'on puisse aller plus loin parce qu'on a d'autres émissions qui sont dans le pipe là qu'on doit produire, mais on doit finir celle-ci pour montrer notre crédibilité, mais vraiment qu'on se s'épanouisse là-dedans parce que j'adore vraiment faire ça. Et que la boîte d'intelligence artificielle, qu'on arrive à créer des outils et à expliquer l'IA aux gens qui doivent la consommer, ceux qui ont peur aujourd'hui de l'IA, de dire non, c'est juste un assistant, un compagnon qui peut vous accompagner dans votre travail, ça ne va pas vous remplacer, ça va vous optimiser, ça va vous libérer du temps pour que vous puissiez, et que même moi, je puisse passer plus de temps en famille, plus de temps dans des choses qui nous permettent de nous ressourcer et d'être plus performants au travail. En tout cas, c'est une super conclusion. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et on peut également te suivre sur LinkedIn, Instagram, YouTube et bientôt sur ton émission, eh bien, sur toutes les plateformes comme Bismart, MyLimedia ou YouTube également. Cette vidéo sera accompagnée d'un reportage en fait, où on va filmer les coulisses de Invest in the Dark. On va faire 4 reportages pour 4 émissions qui vont être publiées. En fait, ça va vraiment être les coulisses. Donc on vous invitera à aller les voir. Normalement, cet épisode va sortir en même temps que la première émission. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, on espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez soit lâcher un like ou encore un commentaire si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur les plateformes de podcast, alors n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast ou alors sur n'importe quelle plateforme de podcast de votre choix. Sur ce... Essayez de mettre 6 étoiles si vous pouvez. Voilà, exactement 6 étoiles. En tout cas, on vous remercie et on vous dit à bientôt sur Esprit Entrepreneur. À bientôt. Salut à tous.